Alors j'ai dit pour la coagulation, alors j'ai dit que la coagulation se prépare dès l'étape de l'hémostase primaire. Alors le but de la coagulation, c'est renforcer le clou plaquettaire en formant cette fois-ci ce qu'on appelle le thrombus rouge et qui consiste à transformer le fibrinogène, c'est-à-dire le but de ce process de la coagulation, c'est transformer la quantité du fibrinogène en cailloux de fibrine au niveau de la brèche vasculaire. Alors, commençons par décrire les protéines de la coagulation. J'ai dit, lorsqu'on dit protéines de la coagulation, ça veut dire on va parler des facteurs de coagulation et des inhibiteurs de la coagulation. Alors, le premier facteur, pour les facteurs de la coagulation, sont désignés par des chiffres romains et une fois ils sont activés, on ajoute le suffixe A pour dire que ce sont des facteurs activés. Alors le premier groupe, c'est les proenzymes de sérine protéase ou sérine protéase. Alors on peut mettre en évidence de ce groupe des facteurs vitamino K dépendants qui sont le facteur 2, 7, 9 et 10. Facteurs vitamino K dépendants parce que au cours de leur, synthèse et surtout pour qu'ils acquièrent une fonctionnalité, ils subissent une réaction de carboxylation. Ils vont se substituer en radicaux carboxyles et comme ça ils deviennent des facteurs, fonctionnels capables, d'assurer leur fonction. Vitamino K dépendants et le sous-groupe non vitamino K dépendants qui sont le facteur 11, 12 et la précalécréine. Deuxième groupe, c'est le groupe des imogènes de transglutaminase et il est représenté par un seul facteur qui est le facteur 13. Et le facteur 13, c'est grâce à ce facteur qu'on aura la stabilité des monomères de fibrine. La deuxième chose, ou le troisième groupe, c'est le groupe des cofacteurs. Alors, ces facteurs n'ont pas une activité enzymatique, mais ils sont des cofacteurs pour d'autres enzymes. Alors, en présence de ces cofacteurs, l'enzyme correspondant, il va augmenter son pouvoir enzymatique d'une façon très importante et comme ça, on va augmenter le rendement de la réaction que l'enzyme catalyse. Alors, quels sont les cofacteurs de la coagulation? C'est premièrement, on a le facteur 5 qui est le cofacteur du facteur 10. On a le cofacteur 8 qui est le cofacteur du facteur 9 et le kinénogène de haut poids moléculaire qui est le cofacteur du facteur la précalécréine. Et le quatrième groupe représenté par le fibrinogène. On a déjà vu le fibrinogène au cours de l'hémostase primaire. C'est grâce aux molécules de fibrinogène qu'on aura l'agrégation plaquettaire. Aussi au niveau de la coagulation, c'est grâce à ces molécules que on aura la formation ou la production de cailloux de fibrine qui est le but de cette coagulation pour renforcer le clou plaquettaire au niveau de la brèche vasculaire. Alors, ça pour les facteurs. Alors, pour les inhibiteurs, alors on a l'antithrombine. L'antithrombine, c'est un inhibiteur de la coagulation. Il a une action non seulement sur la thrombine, mais aussi il inhibe aussi le facteur 10, le facteur 9, le facteur 11, le facteur 12. On a un autre inhibiteur, c'est le cofacteur 2 de l'héparine. Alors, cet inhibiteur, il inhibe la thrombine. On a un système qui s'appelle le système de la protéine C. Alors, c'est un inhibiteur. Alors, on a la protéine C proprement dite avec son cofacteur, la protéine S. Et l'ensemble, on appelle ça le système de protéine C. Alors, une fois cette protéine C elle est activée, elle doit être activée pour qu'il puisse, assurer sa fonction inhibitrice. Alors, il inhibe le facteur, c'est-à-dire il désactive le cofacteur 5, le cofacteur du 10, et il désactive le cofacteur 8, qui est le cofacteur du 9. Et là, c'est deux sites d'action pour assurer cette action inhibitrice.
Et on a le dernier, c'est ce qu'on appelle le TFPI, c'est l'inhibiteur de la voie du facteur tissulaire. Alors qu'est-ce qu'il fait ce inhibiteur? Il forme un complexe avec le facteur 10 et le facteur 7. C'est comme ça, on a ces molécules, ces inhibiteurs, ils exercent leur action pour assurer cette fonction inhibitrice afin, je dirais, de régulariser la machinerie ou la progression de la coagulation une fois elle est déclenchée. Alors, toutes ces protéines qu'on a citées, ce sont des protéines qui se trouvent au niveau plasmatique, ce sont des protéines plasmatiques. On a un facteur qui n'est pas un facteur de coagulation qui n'est pas plasmatique, mais il est vasculaire, c'est-à-dire il existe au niveau cellulaire, lequel c'est le facteur tissulaire. Le facteur tissulaire, c'est une glucoprotéine. En fait, il existe au niveau des fibroblastes de l'adventice, la troisième tunique du vaisseau, mais aussi on peut trouver ce facteur tissulaire au niveau du média, mais surtout au niveau des fibroblastes de l'adventice, que ces cellules l'expriment d'une façon constitutionnelle. Et c'est grâce à cette molécule qu'on aura le déclenchement ou le début de ce système de coagulation. Alors, maintenant, nous allons voir la synthèse de ces protéines de la coagulation. Alors, la majorité des protéines des facteurs de la coagulation, même les protéines de la coagulation, leur synthèse se situe au niveau du foie. C'est-à-dire, on a une liaison entre l'état du foie et l'hémostase. Si jamais on a des problèmes au niveau du foie, on aura des problèmes au niveau de l'hémostase. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité des protéines qui sont impliquées dans l'hémostase, ils se forment, ils se fabriquent au niveau du foie. Et on a le chapitre foie-hémostase, un grand chapitre qui s'intéresse, je dirais, mais il illustre l'intérêt, je dirais, du fonctionnement des hépatocytes dans l'hémostase. Alors, juste ici, pour illustrer, on a dit que dans le premier groupe des imogènes ou les proenzymes sérine protéases, on a le sous-groupe des facteurs vitamino-K dépendants. Vitamino-K dépendants qui sont le facteur 2, 7, 9 et 10. Alors pourquoi on dit vitamino-K dépendants? C'est qu'au cours de leur fabrication, synthèse, ils subissent une réaction de carboxylation par une carboxylase, et cette réaction, elle est dans un cycle ou dans une chaîne de réactions dont la vitamine K fait partie, et c'est un substrat pour d'autres enzymes qui sont impliquées dans ce boucle enzymatique ou de réaction enzymatique. Alors ici, s'il vous plaît, on a les précurseurs inactifs de ces facteurs, c'est-à-dire une forme inactive, pas encore mûre, de ces vitamines K dépendants. Ils subissent une carboxylation. Mais cette carboxylation, elle est associée à une autre réaction qui va utiliser la vitamine K. Ici, elle est réduite. Et au cours de la carboxylation, au cours de cette réaction, on aura l'oxydation de la vitamine K. Puis après, on aura recyclage de cette vitamine, et comme ça, on aura ces boucles de réactions enzymatiques. Alors, en comprenant cette façon de production de ces vitamines K, de ces facteurs vitamine K dépendants, on utilise en pratique thérapeutique un anticoagulant. On a des circonstances où on donne aux patients un anticoagulant. Alors, cet anticoagulant va bloquer la synthèse de ces vitamines K en bloquant cette machinerie enzymatique. Alors, ce médicament s'appelle antivitamine K, AVK. AVK veut dire antivitamine K. Alors, comment il prouve son pouvoir pharmacodynamique? Il inhibe la synthèse de ces facteurs vitamino K dépendants. Et comme ça, comment? En bloquant certains niveaux de ces boucles de réactions enzymatiques associées à la carboxylation
de ces facteurs. Et par conséquent, on aura une hypovitaminose, on aura une diminution de la production, en fonction de la dose, on aura une diminution de la production en ces facteurs. Alors, lorsque on dit facteur de coagulation vitamino-K dépendant, on veut dire les facteurs 2, facteur 7, facteur 9 et facteur 10. Mais lorsqu'on dit protéines de la coagulation vitamino-K dépendant, on veut dire les facteurs plus les inhibiteurs. Alors, quels sont les inhibiteurs qui sont vitamino-K dépendants? Sont la protéine C et la protéine S. La protéine C et la protéine S sont des inhibiteurs de la coagulation et ils sont aussi vitamino-K dépendants. Alors, maintenant, nous allons voir les étapes de la coagulation. Alors, on a dit, ces étapes se situent dans nos vaisseaux. Ce n'est pas dans les tubes dans lesquels on veut explorer la coagulation. Mais dans nos vaisseaux, la coagulation se passe par un processus qui est dynamique, par étapes. Alors, la première étape, c'est l'étape de l'initiation. Consiste à quoi? C'est consiste à produire des traces de thrombine. Comment? C'est que le facteur, une fois la lésion elle est là, on a le processus de l'hémostase, elle est déclenchée. Le facteur tissulaire, une fois il se lie avec le facteur 7, il l'active. Et comme ça, ce complexe facteur tissulaire, facteur 7, le facteur 7, une fois cette liaison va activer le facteur 7. Le facteur 7, son substrat, c'est le facteur... voilà. Ici, bon, ça ne marche pas. Alors, à votre attention, s'il vous plaît. Alors, le facteur 7 activé, il va activer le 10. Et le 10 devient activé. Alors, la quantité de 10, elle est, je dirais, majorée par le fait que le facteur 7, il peut aussi activer le 9. Et le 9, de son tour, il peut activer le 10. Et comme ça, on aura une certaine quantité en facteur 10 activé. On continue, là, je dirais, la cascade d'activation des facteurs. On a le facteur 10 activé, il peut activer certaines quantités de facteur 2. Et on aura des traces de facteur 2 activés. 2 activés, c'est ce qu'on appelle la thrombine. Thrombine veut dire facteur 2 activé. Alors, l'étape d'initiation consiste à fabriquer des traces de thrombine. Alors, ces traces de thrombine ne peuvent pas convertir le fibrinogène en fibrine. Alors, qu'est-ce qu'on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de l'amplification. Pourquoi on dit amplification? Parce qu'on va amplifier, augmenter la quantité des facteurs de coagulation activés. Comment? C'est toujours, alors ici, c'est le rôle primordial de la thrombine qui va activer le 5, qui va activer le 8 et qui va activer le 11. Et le tout, on va avoir des boucles d'activation pour arriver à la fin à une concentration qu'on appelle concentration de thrombine explosive, capable de transformer le fibrinogène en fibrine. Le fibrine ou la fibrine, elle est sous forme de monomère, au départ, ils sont instables. Et on va les convertir en fibrine stable grâce à quoi? Grâce au facteur 13 qui est déjà activé par la thrombine. Et comme ça, on aura le caillou rouge. Est-ce clair ces étapes? Je crois, bon, le matin, on a déjà. Ah non, ma gauche, le tube. C'est in vivo, dans le vaisseau. Maintenant, on parle des voies d'activation ou les voies de déclenchement de la coagulation. Dans les vaisseaux, une fois j'ai une brèche, le saignement nécessitera le déclenchement de la coagulation. Une brèche dans une veine ou dans une artère, je vais déclencher la coagulation. Pour former ce caillou, normalement, on passe par 3 étapes. L'étape d'initiation,
formation des traces de thrombine. Amplification, j'amplifie les facteurs de coagulation. Comment? La thrombine, il va activer le 5. Alors, le 10, il est déjà activé dans l'environnement. Lorsqu'il va se trouver avec son cofacteur, son potentiel enzymatique, il va être très intéressant, très augmenté. Le facteur, la thrombine, il va activer le 8. Le 8, c'est le cofacteur du 9. Ce complexe va avoir, le 9 en présence de 8, il va avoir une grande potentialité enzymatique. Le 9 lui-même, sa quantité activée, il va être augmentée davantage par l'activation du 11. Le 11, il peut activer, c'est-à-dire il peut transformer des molécules de 9 inactifs en facteurs 9 actifs. Je dirais, les choses se forment en boucle, de telle sorte on arrive à la fin à former une quantité très importante. On appelle ça la concentration explosive de la thrombine. C'est cette concentration qui sera responsable ou capable de transformer les molécules de fibrinogènes en molécules de fibrine. Et comme ça, les monomères, les fibrines et les sous-formes de monomères sont instables. Ils deviennent stables par quoi? Par l'effet du facteur 13 qui va former une fibrine qui est stable. Est-ce clair pour vous, s'il vous plaît? Très bien. Ça, c'est dans les vaisseaux, ce n'est pas dans le tube. Je n'ai pas encore parlé de tube. Dans le tube, c'est l'exploration. En fait, la réalité, on explore la coagulation par des méthodes qui sont différentes des moyens pour déclencher la coagulation in vivo. La démarche pour avoir une coagulation in vivo, elle est différente par rapport à celle qu'on voit in vitro dans le tube. D'accord? Les étapes, première étape, c'est initiation. Deuxième étape, c'est amplification. S'il vous plaît, est-ce que ces étapes sont claires? Très bien. Alors, bon, s'il vous plaît, ici, juste pour parler de certains facteurs, que nous, on les utilise pour déclencher la coagulation in vitro dans les tubes. On a essayé de voir leur rôle dans la physiologie in vivo. Alors, il s'agit des facteurs qu'on appelle les facteurs de la phase contact. Alors, pourquoi on dit contact? Parce que ces facteurs, ils se mettent en contact avec le sous-endothélium. D'accord? Quels sont ces facteurs? Alors, vous pouvez trouver 4, vous pouvez trouver 3. Mais surtout, on va voir 3 facteurs qui sont impliqués dans cette voie. Ou on dit facteur de phase contact. Alors, le premier facteur, c'est la précalicréine. Le deuxième facteur, c'est le kininogène de haut poids moléculaire. Et on a le facteur 12 et le facteur 11. Alors, comment ces facteurs ils peuvent soit initier la coagulation ou, je dirais, participer au processus d'amplification de la coagulation? C'est que la précalicréine, liée avec ça, ici, s'il vous plaît, la précalicréine, elle est liée au sous-endothélium par son cofacteur, le kininogène de haut poids moléculaire. Ils subissent une protéolyse pour donner à partir de la précalicréine la calicréine. La calicréine, il peut activer le facteur 12 qui est déjà fixé ou adhéré au sous-endothélium. Une fois le facteur 12 il est activé, il peut activer le facteur 11. Et comme ça, et le facteur 11, comment il peut amplifier le processus de la coagulation d'une phase? Ça, j'ai dit ça, c'est théorique. Parce qu'on va voir pourquoi j'ai dit théorique. Alors, une fois il est activé le 11, le 12, il peut activer le 11, et le 11, il peut activer le 9, le 9, il peut activer le 10. Bon, et comme ça, ces facteurs de phase contact, ils peuvent soit initier, soit amplifier le processus de l'hémostase.
Mais on a un constat. Lequel? C'est que si jamais on a un déficit en facteur, le facteur 5, normalement, on devrait avoir, je dirais, des manifestations hémorragiques. Là, en absence de ce facteur 5, normalement, la coagulation ne va pas se passer correctement. Alors, sauf, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que des personnes qui sont déficitaires en précalécrine, en kininogène de haut poids moléculaire et en facteur 11 ne font pas d'hémorragie. Je répète, en général, si on a un déficit en un facteur de coagulation, normalement, on aura des conséquences d'hémorragie. Pourquoi? Parce que chaque facteur, il intervient soit dans l'initiation, l'amplification ou la fibrinoformation. On a des facteurs de coagulation qui sont la précalécrine, kininogène de haut poids moléculaire et le facteur 12. Alors, même si on a un déficit en ces facteurs, on n'a pas des manifestations hémorragiques. Et par conséquent, jusqu'à présent, on essaye de comprendre comment le rôle de ces facteurs dans la coagulation. Nous, on utilise ces facteurs pour initier la coagulation dans le tube, in vitro. Mais in vivo, le rôle n'est pas clair. Pourquoi il n'est pas clair? Parce que le déficit en ces facteurs ne donne pas des manifestations hémorragiques. La question, elle est posée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, ces facteurs? Comment ils participent? Est-ce qu'ils participent ou non? On ne sait pas. Mais quand même, puisqu'on a pu arriver à voir le rôle in vitro, c'est-à-dire parce que nous, dans l'exploration de la coagulation, on utilise ces facteurs pour démarrer la coagulation. Mais ça, c'est in vitro, dans le tube. Dans la réalité, on n'a pas pu préciser le rôle dans l'hémostase. Le rôle dans l'hémostase, il est très minime. D'accord? Juste pour vous présenter cette problématique de l'hémostase pour ces facteurs qu'on dit facteurs de phase contact. C'est pour ça qu'on dit que la coagulation, le déclenchement de la coagulation, c'est par le facteur tissulaire. On dit que c'est la voie tissulaire, c'est la voie majoritaire de la coagulation in vivo. D'accord? Est-ce que vous avez saisi cette problématique, s'il vous plaît? Très bien. Bon, la régulation, j'ai déjà cité ça, l'antithrombine, le système protéine C et le TFPI. Alors, c'est clair pour la physiologie. Les facteurs, la cascade de la coagulation, initiation, amplification et à la fin, fibrinoformation. Alors maintenant, on va voir l'exploration de la coagulation.